Dans une maison modeste du comté de Fairview, nichée au bout d'une rue bordée de chênes centenaires, l'air semblait toujours porter une odeur de bois humide et de souvenirs oubliés. La lumière pâle de l'après-midi filtrait à travers les rideaux jaunis du salon, projetant des ombres vacillantes sur le tapis usé où Marcus, un garçon de 4 ans aux boucles brunes et aux yeux d'un gris insondable, jouait en silence. Assis en tailleur, il faisait rouler une petite voiture en bois sur le sol, un jouet sculpté à la main, cadeau d'un voisin compatissant lors de son arrivée dans la famille Sullivan 1 an plus tôt. Ses gestes étaient mécaniques, presque hypnotiques, mais son regard, lui, semblait fixé sur un point invisible quelque part au-delà des murs de la pièce. Clara Sullivan, une femme d'une trentaine d'années aux traits doux mais marquée par une fatigue chronique, rangeait des bibelots sur une étagère en bois. Ses mains s'affairaient avec une précision nerveuse, époussetant chaque surface comme si ce rituel pouvait effacer les tensions qui planaient dans la maison. À l'autre bout du salon, Vincent Sullivan, son mari, était plongé dans son journal, ses lunettes à monture noire glissant légèrement sur l'arête de son nez. Les pages crissaient sous ses doigts, un son rythmé qui contrastait avec le silence pesant de l'après-midi. Vincent, la quarantaine, avait une présence imposante, une mâchoire carrée et un regard qui semblait toujours scruter quelque chose au loin, comme s'il cherchait à éviter les vérités trop proches. Marcus, absorbé par son jeu, murmura soudain, d'une voix si basse qu'elle semblait portée par le vent. « Ma vraie mère est dans le puits. » Les mots, prononcés avec une clarté étrange pour un enfant si jeune, flottèrent dans l'air comme une note discordante. Clara s'immobilisa, un chiffon à la main, son souffle coupé. Elle tourna lentement la tête vers Marcus, ses yeux cherchant ceux du garçon. « Qu'est-ce que tu viens de dire, Marcus ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant d'une inquiétude qu'elle tentait de masquer. Le garçon ne répondit pas tout de suite. Il continuait de faire rouler sa voiture, mais son regard s'était fixé sur la fenêtre, attiré par le vide du jardin à l'arrière de la maison. Le silence s'étira, lourd, presque palpable. Clara répéta, plus fort cette fois, en s'approchant de lui. « Tu as dit que ta vraie mère était dans le puits ?» Ces mots étaient empreints d'une urgence contenue, comme si elle craignait que la réponse ne vienne confirmer une peur enfouie. Marcus releva enfin les yeux, et son regard, d'une intensité presque surnaturelle, rencontra celui de Clara. « Je m'en souviens maintenant, » dit-il, sa voix monocorde. Elle portait une robe bleue. Elle est tombée. Les mots, simples et précis, semblaient surgir d'un lieu bien au-delà de l'imagination d'un enfant de 4 ans. Vincent, toujours derrière son journal, éclata d'un rire sec, presque méprisant. Les enfants et leurs idioties, marmonna-t-il, sans lever les yeux, toujours à inventer des histoires. Clara fronça les sourcils, ses lèvres se pinçant en une ligne fine. « Vincent, ne dis pas ça devant lui, » répondit-elle, sa voix teintée de reproche. « Il est encore petit. S'il dit quelque chose d'étrange, on devrait y prêter attention. » Vincent haussa les épaules, tournant une page avec un geste exagéré. « Qu'est-ce qu'il y a d'étrange là-dedans ?» Il a probablement entendu une histoire de fantôme à l'orphelinat et il la répète, voilà tout. Mais Marcus, indifférent à l'échange entre ses parents adoptifs, se leva soudain, abandonnant sa voiture en bois sur le tapis. Il s'approcha de Clara, ses petits pieds nus frôlant le sol, et planta son regard dans le sien. « Maman, » dit-il, utilisant ce mot avec une hésitation qui semblait trahir une distinction implicite, « je me souviens que les cheveux de ma vraie mère étaient plus longs que les tiens. Elle me serrait dans ses bras et chantait. » Il marqua une pause, ses yeux s'assombrissant. « Mais toi, tu n'as pas de chanson. » Clara sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Elle n'avait jamais chanté pour Marcus. Depuis qu'elle et Vincent l'avaient adoptée à l'orphelinat du comté de Fairview, elle s'était efforcée de lui offrir un foyer stable, un amour sincère, mais elle n'avait jamais trouvé en elle la légèreté d'une berceuse. Ses nuits étaient hantées par l'inquiétude, par le sentiment diffus que quelque chose clochait dans leur famille, dans les silences de Vincent, dans les origines floues de Marcus. « Marcus, » dit-elle doucement, s'agenouillant pour être à sa hauteur, « tu es un bon garçon. Ne dis pas de bêtises, d'accord ? Vivre avec maman Clara et papa Vincent, ça suffit, non ?» Le garçon ne répondit pas. Il se contenta de murmurer, presque pour lui-même, « Je veux juste ma vraie mère, celle au fond du puits. » Ces mots, répétés avec une conviction qui semblait défier son jeune âge, firent vaciller Clara. Elle déglutit difficilement, son esprit s'emballant. Était-ce l'imagination d'un enfant marqué par la perte, ou y avait-il une vérité cachée derrière ces paroles? Elle se releva, jetant un regard vers Vincent, qui continuait de lire comme si de rien n'était, mais elle remarqua la crispation de ses doigts sur le journal, une tension qui ne pouvait entièrement dissimuler. Le lendemain, sous la vieille vigne qui ombrageait la cour arrière, Clara partagea ses inquiétudes avec Lucie, sa voisine et amie de longue date.
Les deux femmes étaient assises autour d'une table en fer forgé, une théière fumante entre elles. Les moineaux chantaient dans les champs voisins, mais leur mélodie semblait incapable de dissiper l'angoisse qui pesait sur Clara. « Il a dit cette phrase 3 fois maintenant, » murmura-t-elle, ses mains serrant nerveusement sa tasse. « Il n'arrête pas de dire que sa vraie mère est au fond du puits. Lucie, je commence à avoir peur. » Lucie, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux grisonnants et au regard pragmatique, fit claquer sa langue. « Je te l'ai dit, Clara, les enfants des orphelinats, beaucoup d'entre eux ne tournent pas rond. Grandir sans rien, être témoin de je ne sais quoi. J'étais bénévole là-bas, tu te souviens? Une petite fille m'a même raconté qu'un fantôme lui avait volé ses chaussures. » Elle secoua la tête, un sourire ironique aux lèvres. « Ce sont des histoires, Clara, rien de plus. » Mais Clara ne semblait pas convaincue. Elle posa sa tasse, ses yeux fixant un point invisible dans le jardin. Ses yeux, Lucie, parfois, quand je le regarde, j'ai l'impression que ce n'est pas un enfant. C'est comme s'il savait quelque chose que nous ignorons. Lucie haussa un sourcil, sceptique. Ne sois pas superstitieuse. La rassura-t-elle. Peut-être qu'il a entendu quelqu'un parler du vieux puis derrière chez vous. Les gamins adorent ce genre d'histoires effrayantes. Clara secoua la tête, ses doigts triturant un coin de sa serviette. Personne n'a parlé du puits depuis qu'on a refait le jardin. Il est presque entièrement recouvert maintenant. Marcus n'y est jamais allé seul. Lucie fronça les sourcils, son assurance vacillant légèrement. J'ai un mauvais pressentiment, admit-elle après un silence. Si j'étais toi, je l'emmènerais chez un psychologue, juste pour avoir l'esprit tranquille. Cette nuit-là, Clara trouva Marcus assis par terre dans sa chambre, un crayon bleu à la main. Il coloriait avec une intensité presque fiévreuse, remplissant la silhouette d'une femme sur une feuille de papier. La robe qu'il dessinait était d'un bleu profond, presque irréel, et les lignes qu'il traçait semblaient chargées d'une émotion brute, comme si chaque coup de crayon libérait un souvenir emprisonné. Clara s'approcha doucement, son cœur battant à tout rompre. « Qui est-ce, chérie ?» demanda-t-elle, s'efforçant de garder une voix calme. Marcus ne leva pas les yeux. « Ma vraie maman », répondit-il, sa voix dénuée d'émotion. Clara sentit son estomac se nouer. « Pourquoi porte-t-elle du bleu ?» demanda-t-elle, bien qu'elle redoutât la réponse. Le garçon continua de colorier, ses mouvements précis, presque mécaniques, parce que c'est ce qu'elle portait quand elle est tombée, avant de tomber dans le puits. J'étais là, j'ai pleuré, mais personne n'a entendu. Clara recula d'un pas, un frisson glacé parcourant son corps. Elle fixa le dessin, où la femme semblait suspendue dans une chute infinie, ses cheveux longs flottant comme des filaments d'encre dans l'obscurité d'un trou noir au centre de la page. Les lignes étaient crues, presque violentes, pleines d'une émotion qu'un enfant de 4 ans n'aurait pas dû être capable d'exprimer. « Marcus, » murmura-t-elle, sa voix tremblante, « tu as vu ça arriver ?» Le garçon hocha la tête, sans cesser de dessiner. Clara sentit une sueur froide couler dans son dos. À cet instant, elle comprit que les mots de Marcus n'étaient pas de simples fantaisies d'enfant. Ils portaient le poids d'une vérité qu'elle n'était pas encore prête à affronter. Le lendemain de la dernière déclaration troublante de Marcus, la maison Sullivan semblait enveloppée d'un silence oppressant, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Le soleil matinal peinait à percer les nuages gris qui s'amoncelaient au-dessus de Fairview, projetant une lumière terne sur le jardin à l'arrière, où l'herbe mal entretenue dissimulait presque entièrement l'ancien puits, scellé sous une couche de terre et de pierre. Clara, debout près de l'évier de la cuisine, lavait distraitement une assiette, ses pensées tourbillonnant comme l'eau savonneuse qui s'écoulait dans le siphon. Les mots de Marcus, « ma vraie mère dans le puits », résonnaient dans son esprit, aussi persistant qu'un écho dans une caverne. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre où Marcus, seul sur la balançoire rouillée, oscillait doucement, le regard perdu dans le vide. Incapable de contenir son malaise, Clara décida de rendre visite à Lucie, sa voisine et amie de longue date. Elle traversa la rue, un panier de muffins encore chaud à la main, prétexte pour une conversation qu'elle redoutait autant qu'elle désirait. Lucie l'accueillit sous la treille de vigne qui ombrageait sa cour, où une table en fer forgé croulait sous les tasses de thé et les miettes de biscuits. Les moineaux pépiaient dans les champs voisins, mais leur chant semblait étrangement dissonant face à l'angoisse qui pesait sur Clara. « Il a dit cette phrase 3 fois maintenant », murmura-t-elle, ses doigts triturant nerveusement l'anse de sa tasse. « Il n'arrête pas de parler de sa vraie mère, de ce puits. Lucie, je commence à avoir peur. » Lucie, une femme robuste aux cheveux grisonnants et aux yeux perçants, fit claquer sa langue en signe de désapprobation. « Je te l'ai dit, Clara, les enfants des orphelinats, ils portent des cicatrices qu'on ne voit pas. » Elle sirota son thé, son regard glissant vers le jardin des Sullivan, visible au loin.
J'ai travaillé comme bénévole à l'orphelinat de Fairview, tu sais. Une gamine m'a juré qu'un fantôme lui avait volé ses chaussures. Ces enfants inventent des histoires pour donner un sens à ce qu'ils ont vécu. Elle haussa les épaules, mais son ton manquait de conviction, comme si elle cherchait à se rassurer elle-même. Clara secoua la tête, ses lèvres pincées. Ce n'est pas juste une histoire, Lucie. Ses yeux. Quand il parle, c'est comme s'il voyait vraiment quelque chose. Il a décrit une robe bleue, des cheveux longs, une chanson qu'elle chantait pour lui. Je n'ai jamais chanté pour Marcus. Elle baissa la voix, presque un chuchotement. Et ce puits, personne ne lui en a parlé. Il est presque invisible sous l'herbe, et Marcus n'a jamais joué là-bas. Comment pourrait-il savoir? Lucie fronça les sourcils, son assurance vacillant. Peut-être qu'il a entendu quelqu'un en parler. Les gamins ont l'oreille fine. Elle posa sa tasse, ses doigts tambourinant sur la table. Mais si tu veux mon avis, emmène-le chez un psychologue. Ça te tranquilliserait. Ces gosses, parfois, ils ont vu des choses qu'on n'imagine même pas. Clara hocha la tête, mais son regard restait fixé sur le jardin des Sullivan, où la silhouette de Marcus semblait presque irréelle, comme un spectre dans la lumière pâle. Cette nuit-là, Clara trouva Marcus dans sa chambre, assis par terre, entouré de feuilles de papier éparpillées. Il dessinait avec une frénésie inhabituelle, un crayon bleu serré dans sa petite main. La silhouette qu'il traçait était celle d'une femme, sa robe d'un bleu profond, presque violent, contrastant avec les lignes sombres d'un puits au centre de la page. Les cheveux de la femme, longs et ondulants, semblaient flotter comme dans un courant d'eau invisible. Clara s'agenouilla près de lui, son cœur battant à tout rompre. « Marcus, chéri, qu'est-ce que tu dessines ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Ma vraie maman », répondit-il sans lever les yeux, son crayon continuant son œuvre. Elle est tombée là-dedans. J'étais là. J'ai crié, mais personne n'a entendu. Clara sentit un frisson glacé la parcourir. Les mots de Marcus, d'une clarté déconcertante, semblaient porter le poids d'une vérité qu'elle n'osait pas affronter. « Tu as vu ça arriver ?» murmura-t-elle, presque malgré elle. Marcus hocha la tête, ses yeux toujours rivés sur le dessin. « Papa Vincent était là », ajouta-t-il, sa voix si basse qu'elle semblait venir d'un autre monde. Il est sorti de la cour tout seul. Clara recula, ses mains tremblantes. Elle se tourna vers la porte, où Vincent se tenait, immobile, les observant depuis l'embrasure. Son visage était fermé, mais ses yeux brillaient d'une colère contenue. « Tu vas croire ce gamin ?» lança-t-il, sa voix rauque. « Il invente des histoires. Clara, arrête de le couver comme ça. » Clara déglutit, cherchant ses mots. « Vincent, il parle de toi. Il dit qu'il t'a vu dans la cour, la nuit où ?» Elle s'arrêta, incapable de terminer sa phrase. Vincent claqua son poing contre le chambranle. « Ça suffit. Ce gosse a des problèmes, et tu les nourris avec tes questions. » Il tourna les talons, laissant un silence pesant derrière lui point les jours suivants. Les paroles de Marcus commencèrent à se répandre dans la petite ville de Fairview. Sur la place du marché, Clara surprit des chuchotements alors qu'elle achetait des légumes. « C'est le garçon de Sullivan », murmura une femme à une autre, jetant un regard furtif à Clara. « Il parle aux morts, paraît-il. » L'autre femme ricana doucement. « Clara est folle d'avoir pris un enfant comme ça. Un orphelin dont personne ne voulait. » Clara serra la main de Marcus plus fort, ses joues brûlant d'humiliation. Marcus, lui, semblait indifférent au regard, mais il murmura doucement. « Il ne me croit pas, maman. » Mais je me souviens. Elle pleurait. J'ai entendu un bruit, et puis j'ai vu papa Vincent sortir seul. Clara sentit une boule se former dans son estomac. Elle ramena Marcus à la maison, son esprit en ébullition. Cette nuit-là, elle confronta Vincent dans la cuisine, alors que la pluie tambourinait contre les vitres. « Il dit qu'il t'a vu. Vincent, dit-elle, sa voix tremblante. La nuit où sa vraie mère a disparu. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Vincent posa son verre de whisky avec un claquement sec. « Tu vas croire ce morveux plutôt que moi ?» rugit-il. « Je t'ai dit qu'il était orphelin, qu'un ami me l'a amené. Qu'est-ce que tu veux de plus? Les papiers d'adoption sont là, non ?» Clara secoua la tête. « Les papiers sont vagues, Vincent. Pas de nom précis, pas d'adresse claire. Je commence à me demander. » Vincent se leva d'un bond, renversant sa chaise. « N'ose pas aller là-dedans. Clara, » gronda-t-il, son visage rouge de colère. Marcus, qui se tenait près de la porte, observait la scène en silence, ses yeux froids et perçants, dépourvus de larmes. Clara sentit un frisson la traverser. Elle comprit à cet instant que la vérité, quelle qu'elle soit, était en train de fissurer leur famille. Poussée par ses doutes,
Clara prit rendez-vous avec le docteur Béatrice Carter, une psychologue spécialisée dans les traumatismes infantiles, à la clinique de Fairview. Dans le cabinet aux murs pastel, décoré de dessins d'enfants et d'une horloge tic-tacant doucement, Marcus était assis en face de Béatrice, un carnet sur les genoux. « Marcus, peux-tu me parler de tes rêves » demanda-t-elle, sa voix douce mais ferme. Marcus fixa le stylo qu'elle tenait, puis répondit « Ce ne sont pas des rêves. Je me souviens. Ma mère portait une robe bleue. Elle a été poussée dans le puits derrière la maison. Il faisait noir. Je ne pouvais pas crier. Papa Vincent était là. » Béatrice prit des notes, son visage impassible mais ses yeux trahissant une inquiétude croissante. Elle se tourna vers Clara. « Madame Sullivan, est-ce qu'il part souvent comme ça ?» Clara hocha la tête, sa gorge serrée. « Presque chaque semaine. Et parfois, il se promène la nuit dans le jardin, parlant tout seul. » Béatrice fronça les sourcils. « Marcus, est-ce que tu vois ta vraie mère souvent ?» Le garçon hocha la tête. « Chaque fois que je suis triste, elle me fait signe. Mais ses mains sont couvertes de boue. » Béatrice échangea un regard avec Clara. « Ce n'est pas un comportement typique, dit-elle après la séance. Ses souvenirs sont fragmentés, mais cohérents. Cela pourrait indiquer un traumatisme vécu très jeune. Le cerveau d'un enfant peut retenir des impressions sensorielles, même s'il ne comprend pas ce qu'il a vu. » Clara sentit son cœur se serrer. « Pensez-vous qu'il a été témoin de quelque chose de grave » demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Béatrice hésita. « Je ne peux pas conclure sans plus d'éléments, mais ses yeux, ils ont une intensité rare pour un enfant, comme s'il portait un fardeau qu'il ne peut pas encore nommer. » Sur le chemin du retour, Marcus resta silencieux, son regard fixé sur la route. « Es-tu en colère contre maman » demanda Clara, jetant un coup d'œil dans le rétroviseur. Marcus secoua la tête. « Non, mais je sais que tu as peur de moi. » De retour à la maison, Clara fouilla dans les vieux dossiers de l'adoption de Marcus, rangés dans une boîte poussiéreuse au grenier. Les documents étaient minces, un certificat d'adoption signé par un certain Miguel Esteban, une adresse qui semblait ne mener nulle part, et aucun détail sur la mère biologique. Elle sentit une vague de méfiance l'envahir. Pourquoi tout était-il si vague? Pourquoi Vincent refusait-il d'en parler? Pendant ce temps, les rumeurs s'amplifiaient dans Fairview. Lors d'une réunion à la mairie, Gavin, le neveu de Vincent et membre du conseil municipal, aborda Clara. « Tu as entendu ce que les gens disent » demanda-t-il, un sourire crispé aux lèvres. « Ils pensent que Marcus est différent. » Clara baissa les yeux. « Il n'est pas différent. Il est juste perdu. » Mais les mots de Marcus, ses dessins, ses promenades nocturnes et les silences de Vincent continuaient de creuser un fossé dans le cœur de Clara. Chaque nuit, elle se réveillait en sursaut, hantée par l'image d'un puits noir et profond, et par le regard de Marcus, qui semblait voir au-delà des mensonges des adultes. La maison Sullivan, autrefois un havre de routine monotone, semblait désormais vibrer d'une tension invisible, comme si chaque craquement du plancher ou soupir du vent portait un secret prêt à éclater. La lumière grisâtre de l'aube filtrait à travers les rideaux élimés, projetant des ombres longues et difformes sur les murs du salon. Clara, debout près de la fenêtre, observait le jardin arrière, où l'herbe haute masquait presque entièrement l'ancien puits, scellé sous une couche de terre compacte. Les paroles de Marcus, « Ma vraie mère est dans le puits », résonnaient dans son esprit comme un refrain obsédant, chaque répétition creusant un peu plus profondément dans ses doutes. Marcus, lui, était assis sur le tapis, ses petits doigts serrant un crayon bleu, traçant encore et encore la silhouette d'une femme en robe bleue tombant dans un abîme noir. Ses yeux, d'un gris insondable, semblaient fixer un point au-delà du papier, comme s'il voyait l'impossible. Clara, épuisée par des nuits sans sommeil, avait fouillé les dossiers d'adoption de Marcus la veille, espérant trouver des réponses. Les documents, rangés dans une boîte poussiéreuse au grenier, étaient minces et frustrants. Un certificat signé par un certain Miguel Esteban, une adresse vague dans une ville qui semblait n'exister sur aucune carte et aucun détail sur la mère biologique. Ce flou administratif, combiné aux souvenirs précis de Marcus, alimentait une méfiance grandissante. Elle avait tenté d'aborder le sujet avec Vincent, mais chaque tentative se heurtait à un mur de colère. « Tu veux fouiller dans le passé » avait-il grogné la veille, son verre de whisky tremblant dans sa main. « Laisse ce gosse tranquille, Clara. Il oubliera ses bêtises en grandissant. » Mais Clara n'en était plus si sûre. Les mots de Marcus, sa conviction, son regard, tout cela semblait trop réel pour être ignoré. Ce matin-là, Clara surprit une conversation à la mairie, où Gavin, le neveu de Vincent et membre du conseil municipal, discutait avec un collègue. Grand, avec des lunettes à monture fine et une attitude posée, Gavin avait toujours été un allié discret pour Clara.
Tu as entendu ce que les gens disent sur le garçon, demanda-t-il à son collègue, un sourcil levé. Il pense qu'il est hanté. Clara, qui se tenait à quelques pas, sentit son cœur se serrer. Gavin, interrompit-elle, sa voix tremblante, ce n'est pas juste. Marcus n'est pas hanté. Il est troublé. Gavin la regarda, son expression mêlant compassion et curiosité. Troublé? Peut-être. Mais ces histoires, elles secouent les gens. Et depuis derrière chez vous, personne n'en parlait avant lui. Il marqua une pause, puis ajouta à voix basse, « J'ai vérifié les archives de l'adoption. Il y a quelque chose qui cloche. Clara, la signature sur le certificat à Miguel Esteban appartient à un homme mort depuis 11 ans. » Clara sentit ses jambes vaciller. « Mort ?» murmura-t-elle, son esprit s'emballant. « Comment est-ce possible ?» Gavin haussa les épaules, mais ses yeux brillaient d'une lueur d'inquiétude. « Je ne sais pas encore. Mais si les documents sont falsifiés, ça veut dire que l'histoire de l'adoption de Marcus n'est pas claire. » Il posa une main sur son bras. « Clara, sois prudente. Vincent n'aime pas qu'on pose des questions. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Clara alors qu'elle rentrait chez elle, la boule au ventre. Cette nuit-là, Clara confronta Vincent dans la cuisine, alors que la pluie battait les fenêtres comme un avertissement. Marcus dormait à l'étage, ou du moins, elle l'espérait. « Vincent, commença-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. Marcus dit qu'il t'a vu dans la cour, la nuit où sa mère a disparu. Et maintenant, Gavin me parle d'un certificat d'adoption signé par un mort. Qu'est-ce que tu caches ?» Vincent, qui épluchait une pomme avec un couteau de cuisine, s'immobilisa. Ses yeux, injectés de sang, se plantèrent dans les siens. « Tu vas croire ce gosse est ton neveu plutôt que moi ?» rugit-il, jetant le couteau sur le comptoir avec un claquement sec. « Je t'ai dit que Marcus était orphelin, qu'un ami me l'a amené. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. » Clara recula, le cœur battant. « Les papiers sont faux. Vincent. » « Pourquoi ?» Vincent serra les poings, son visage rouge de colère. « Ferme-la, Clara. Tu veux détruire cette famille ?» Marcus, tapis près de la porte de sa chambre, écoutait en silence, ses petits poings serrés, son regard froid. Le lendemain, Marcus prit une décision qui surprit tout le monde. Alors que Clara était au marché, il s'échappa de la maison, un morceau de papier froissé dans la poche, sur lequel il avait dessiné un plan grossier du jardin avec un grand X rouge marquant l'emplacement du puits. Ses pas, déterminés pour un enfant de 4 ans, le menèrent à la mairie, où il trouva Gavin dans son bureau encombré de dossiers. « Oncle Gavin, » dit-il, sa voix claire mais tremblante, « je veux creuser le puits. Ma vraie mère est là-dedans. » Gavin, abasourdi, prit le dessin que Marcus lui tendait. « Marcus, tu es venu seul ?» demanda-t-il, son regard passant du garçon au dessin. « Tu es sûr de ce que tu dis ?» Marcus hocha la tête, ses yeux brillants d'une conviction inébranlable. « Je ne plaisante pas. Aidez-moi, s'il vous plaît. » Gavin, troublé par la détermination de l'enfant, appela Clara, qui arriva en courant, le visage blême. « Marcus, qu'est-ce que tu fais ici ?» s'écria-t-elle, le prenant dans ses bras. Mais Marcus se dégagea doucement. « Je veux la vérité, maman. Elle s'appelle Anna Oliver. Ma vraie mère. » Le nom, prononcé pour la première fois, frappa Clara comme un coup de poignard. Elle échangea un regard avec Gavin, qui hocha lentement la tête. « Clara, je vais vérifier ce nom dans les archives, » dit-il. « Mais pour l'instant, Marcus doit être encadré. Il ne peut pas continuer comme ça. » Sur les conseils de Gavin et du docteur Béatrice Carter, Marcus fut temporairement placé au Centre pour enfants Saint-Vincent, une institution aux murs blancs et aux couloirs stériles, où des psychologues et des éducateurs tentaient de comprendre son comportement. Clara, déchirée, accompagna Marcus, ses yeux rougis par les larmes. « C'est pour ton bien, chérie » murmura-t-elle alors qu'un homme en blouse blanche, le docteur Edouard, s'approchait avec un sourire forcé. « Bonjour, Marcus. Je serai ton nouvel ami pendant quelques semaines. » Marcus le fixa, son regard glacial. « Je n'ai pas besoin d'amis. J'ai besoin de ma vraie mère. » Au centre, le comportement de Marcus devint encore plus inquiétant. Les infirmières rapportaient qu'il refusait souvent de manger, fixant les plateaux pas comme s'ils étaient empoisonnés. « Chaque fois que je mange, j'entends des gémissements sous le sol, » murmura-t-il un jour à l'infirmière Andrea, qui fronça les sourcils, troublée. La nuit, Marcus était pris de crise de somnambulisme, retrouvé debout dans la cour du centre, fixant un couvercle de canalisation en murmurant « Maman, tu as froid ». Ses rêves, ou plutôt ses visions, s'intensifiaient. Dans la salle de thérapie, face au docteur Edouard, il décrivit une femme en robe bleue,
ses cheveux flottant dans l'obscurité d'un puits. Elle me fait signe, mais sa bouche ne s'ouvre pas, dit-il, sa voix monocorde. Il y a de la boue partout. Le docteur Agnès Foster, psychologue en chef, observa Marcus à travers une vitre sans teint lors d'une séance. Ce garçon réagit fortement aux images symboliques. Nota-t-elle, son stylo griffonnant rapidement. Ses souvenirs sont trop cohérents pour un enfant de son âge. Elle se tourna vers le docteur Edward. Augmenter sa dose de sédatif à 5 mg. Il faut calmer ses crises nocturnes. Mais même sous médication, Marcus continuait de parler d'Anna Oliver, un nom qu'il répétait comme une prière. « Je l'ai vu tomber », dit-il un jour, ses yeux brillants de larmes contenues. Papa Vincent l'a poussé. J'ai crié, mais il m'a ignoré. Pendant ce temps, à Fairview, les rumeurs prenaient de l'ampleur. Les habitants, déjà méfiants envers Marcus, commençaient à le craindre. « C'est le garçon qui parle aux morts », chuchota un vendeur sur la place du marché. « Il fait peur aux autres enfants à l'école », ajouta une mère, secouant la tête. L'école maternelle, sous la pression des parents, suggéra à Clara de garder Marcus à la maison temporairement. « Il parle de cadavres et de sang », expliqua la directrice, mal à l'aise. Les autres enfants ont peur. Clara, submergée, rendit visite à Lucie pour chercher du réconfort. « Sais-tu comment il me regarde » murmura-t-elle, ses mains tremblant autour de sa tasse de thé, comme si je lui devais une réponse. Lucie posa sa tasse, son regard sérieux. « Clara, tu dois faire attention. Si Marcus a raison, penses-tu que Vincent aurait pu faire quelque chose ?» Clara resta silencieuse, son esprit tourbillonnant. Elle repensait au silence de Vincent, à ses colères soudaines, aux documents d'adoption qui ne semblaient mener nulle part. « Je ne sais plus », admit-elle enfin, sa voix brisée. Au centre Saint-Vincent, Marcus fit un rêve particulièrement vif. Il se réveilla en sursaut, trempé de sueur, et griffonna une note sur un morceau de papier. « Le nom de ma vraie maman est Anna Oliver. » L'infirmière Andrea trouva la note et la remit au docteur Foster, qui fronça les sourcils. « Il n'a jamais prononcé ce nom avant, » dit-elle à Edward. « Nous devons vérifier les disparitions dans le comté de Fairview. S'il dit la vérité, cela pourrait changer toute l'affaire. » Marcus, assis sur son lit, regardait par la fenêtre, ses petits poings serrés. « Elle m'attend, » murmura-t-il, comme s'il parlait à quelqu'un d'invisible. « Je vais la trouver. » Le crépuscule drapait Fairview d'une lumière cuivrée, ses rayons obliques caressant les façades délavées des immeubles anciens, où le temps semblait avoir laissé des cicatrices invisibles. Marcus Oliver, désormais âgé de 24 ans, vivait seul dans un appartement exigu au 2e étage d'un bâtiment vétuste près de la voie ferrée. Le grondement des trains, régulier comme un pouls, traversait les murs fissurés de son logement, ponctuant ses nuits d'un rythme oppressant. L'appartement était spartiate, un lit étroit au drap froissé, une table bancale encombrée de tasses à café et une étagère ployant sous des livres d'occasion, leurs pages jaunies exhalant une odeur de papier ancien. C'était un refuge fragile, un espace où Marcus tentait de donner un sens à une vie marquée par des souvenirs qui ne pouvaient ni fuir ni pleinement saisir. Chaque nuit, les mêmes cauchemars revenaient, aussi vifs et implacables que lorsqu'il était enfant. Dans l'obscurité de son esprit, il voyait une femme en robe bleue, ses longs cheveux noirs flottant comme des algues dans un puits profond et glacé. Ses yeux, grands ouverts, brillaient d'une supplication muette, mais sa bouche, scellée par une boue invisible, ne laissait échapper aucun son. Marcus se réveillait en sursaut, le cœur battant à tout rompre, les mains tremblantes comme s'il venait de plonger dans l'abîme pour la rattraper. Ce n'était pas un simple rêve, mais un fragment de mémoire, une vérité enfouie qui le hantait depuis 20 ans. Les mots qu'il murmurait à 4 ans, « ma vraie mère dans le puits », résonnaient encore dans sa tête, aussi clairs et douloureux qu'au premier jour. Marcus travaillait à temps partiel à la Maison des mots, une librairie nichée au cœur de Fairview, où l'odeur d'encre et de papier ancien emplissait l'air comme un baume apaisant. Les rayons, encombrés de volumes poussiéreux, semblaient refléter son propre esprit, un chaos organisé, plein de fragments qu'il cherchait à assembler. Ce jour-là, alors qu'il rangeait des livres sur une étagère, sa collègue Hélène s'approcha, une tasse de café fumant à la main. Grande, avec des cheveux châtains attachés en un chignon lâche et un sourire chaleureux, Hélène avait une présence rassurante, une lumière dans la grisaille de la vie de Marcus. « Marcus, ça va ?» demanda-t-elle, son ton mêlant inquiétude et douceur. « Tu as l'air ailleurs. Une autre mauvaise nuit ?» Marcus hocha la tête, ses yeux cernés trahissant son épuisement. « Ouais, les mêmes rêves. Toujours elle. » Il marqua une pause, son regard glissant vers la fenêtre, où la lumière déclinante semblait avaler la ville. Une femme en robe bleue, au fond d'un puits. Je vois son visage, Hélène. Chaque nuit.
Hélène posa une main sur son épaule, un geste simple mais chargé de compassion. « Tu crois encore que c'est ta mère biologique ?» demanda-t-elle, sa voix basse, comme si elle craignait de réveiller un souvenir trop douloureux. Marcus la regarda, ses yeux gris brillants d'une intensité farouche. « Ce n'est pas une croyance. Je sais. Je me vois près du puits, regardant en bas. Elle est là, elle me regarde, et ses yeux, ils me supplient. Chaque fois que je me réveille, c'est comme si je l'avais abandonnée. » Hélène serra doucement son épaule. « Tu n'as rien abandonné, Marcus. Tu n'étais qu'un enfant. Mais si ces rêves sont si clairs, peut-être qu'il est temps de chercher des réponses. » Elle hésita, puis ajouta, « Tu as déjà pensé à creuser dans ton passé? À fouiller pour de vrai? » Marcus baissa les yeux, ses doigts jouant nerveusement avec une pile de livres. « J'ai essayé d'oublier, murmura-t-il. Pendant des années, j'ai cru que j'étais fou, comme tout le monde le disait. Mais maintenant, je ne peux plus. » Encouragé par les mots d'Hélène, Marcus décida de contacter Gavin, le neveu de Vincent, qui travaillait toujours à la mairie. Gavin, avec son air sérieux et ses lunettes à monture fine, avait été l'un des rares à ne pas rejeter les paroles de Marcus enfant. Un soir, alors que la pluie tambourinait contre les vitres du bureau de Gavin, Marcus s'assit en face de lui, un dossier mince serré contre sa poitrine. « J'ai besoin de ton aide, » dit-il, sa voix ferme malgré la fatigue qui marquait son visage. « Je veux en savoir plus sur Anna Oliver. » Gavin fronça les sourcils. « Anna Oliver, le nom que tu as mentionné quand tu étais petit ?» Marcus hocha la tête. « C'est ma mère. Je le sais. Elle a disparu en 2018 et elle travaillait pour Vincent. » Gavin se pencha en arrière, son regard scrutant Marcus avec une curiosité mêlée de prudence. « C'est une accusation sérieuse, Marcus. Tu es sûr de vouloir aller là-dedans ?» Marcus posa le dossier sur le bureau, un assemblage de coupures de journaux et de notes qu'il avait collectées au fil des années. « Regarde ça, » dit-il, pointant une vieille coupure de presse. « Anna Oliver, 30 ans, femme de ménage, portée disparue en août 2018. Dernière adresse connue, la maison de Vincent Sullivan. » Gavin prit le document, ses yeux parcourant les lignes avec une attention croissante. « J'ai vérifié les archives, » ajouta-t-il après un silence. Anna vivait bien chez Vincent à l'époque. Résidence temporaire, sans contrat officiel. Et il y a autre chose. Ton acte de naissance, Marcus. Il n'apparaît dans aucun registre d'hôpital de Fairview entre 2018 et 2019. C'est comme si tu n'existais pas officiellement. Marcus sentit son cœur s'accélérer. « Tu penses que je suis son fils ?» demanda-t-il, sa voix tremblante d'espoir et de peur. Gavin haussa les épaules, mais son expression était grave. « Je ne peux pas l'affirmer, mais si c'est vrai, sa disparition pourrait être liée à toi. Et Vincent, il sait quelque chose. » Ces mots, lourds de sous-entendus, firent naître une détermination nouvelle chez Marcus. Il ne pouvait plus vivre dans l'ombre de ses cauchemars. Il devait affronter le passé, même si cela signifiait défier l'homme qu'il avait élevé. Quelques jours plus tard, Marcus prit une profonde inspiration et se rendit à l'ancienne maison des Sullivan, où Vincent vivait désormais seul. Clara, incapable de supporter les silences et les colères de son mari, était partie s'installer à la campagne pour s'occuper de sa mère âgée. La maison, autrefois chaleureuse malgré ses tensions, semblait maintenant à l'abandon. L'herbe du jardin poussait jusqu'à la taille, les briques du chemin étaient disjointes, et une odeur de terre humide flottait dans l'air. Marcus sonna à la porte, son cœur battant à tout rompre. Vincent ouvrit, plissant les yeux face à la lumière déclinante. « C'est toi ?» grogna-t-il, sa voix rauque, marquée par l'alcool et la fatigue. « Qu'est-ce que tu veux ?» Marcus redressa les épaules, son regard dur. « Je veux entrer un moment. » Vincent hésita, puis s'écarta à contre-cœur, évitant le contact visuel. À l'intérieur, la maison sentait le renfermer, les rideaux tirés plongeant les pièces dans une pénombre oppressante. Marcus traversa le salon, ses yeux glissant vers la porte arrière, qui menait au jardin. « Je veux planter des fleurs là-dehors, » dit-il, pointant un coin de la cour où l'ancien puits était caché sous l'herbe. « Peut-être des légumes bio, plus tard. » Vincent fronça les sourcils, un éclair d'irritation dans les yeux. « Qu'est-ce que tu mijotes ?» demanda-t-il, sa voix teintée de méfiance. « Rien, » répondit Marcus, son ton neutre mais ses yeux brûlants d'une rage contenue. « Juste un peu de ménage. » Il s'approcha de la fenêtre, regardant le jardin. « Y a-t-il quelque chose là-dessous, Vincent ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Vincent serra les poings, son visage s'empourprant. « À quoi tu joues, gamin ? Je t'ai élevé pendant 20 ans. » Marcus se tourna lentement, son regard perçant celui de Vincent. « Non,
Tu as élevé un garçon que personne d'autre n'osait toucher. Un garçon qui connaît la vérité. Vincent s'avança, ses yeux injectés de sang. Ferme ta bouche avant que je... Il s'arrêta, comme si les mots lui brûlaient la gorge. Marcus ne recula pas. Je vais demander l'autorisation de fouiller cette zone, dit-il, sa voix froide et déterminée. Je veux savoir qui était ma vraie mère, même si je dois creuser jusqu'au fond. Vincent resta silencieux, son visage crispé par une peur qu'il ne pouvait dissimuler. Il tourna les talons et claqua la porte derrière lui, laissant Marcus seul dans la maison. Ce soir-là, Marcus retrouva Hélène dans son appartement. Il était assis devant son ordinateur, dessinant une carte du jardin à partir de ses souvenirs d'enfance. Hélène s'assit à côté de lui, son regard scrutant la carte. « Tu penses qu'il est coupable ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais sérieuse. Marcus hocha la tête. Il n'y a personne d'autre qui aurait eu une raison d'enterrer ma mère là-dessous. Sa réaction aujourd'hui, il a peur. Hélène posa une main sur la sienne. Si c'est vrai, es-tu prêt à affronter ce que tu pourrais trouver? Marcus regarda par la fenêtre où les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles tombées. J'ai vécu toute ma vie dans un mensonge, murmura-t-il. Aussi horrible que soit la vérité, au moins, ce sera la vérité. Hélène serra sa main, un sourire résolu sur les lèvres. Alors, je viens avec toi. Ces mots, simples mais sincères, furent comme une encre pour Marcus. Pour la première fois depuis des années, il sentit qu'il n'était pas seul dans sa quête. Les cauchemars, les souvenirs, la douleur, tout cela convergeait vers un seul objectif, découvrir ce qui était arrivé à Anna Oliver et pourquoi Vincent semblait si déterminé à garder le passé enfoui. L'aube se levait sur Fairview, drapant la maison Sullivan d'une lumière pâle et froide, comme si le soleil lui-même retenait son souffle. Le jardin, autrefois un espace de silence et de secrets enfouis, était maintenant envahi par une activité fébrile. Une équipe de fouilleurs, dirigée par Benjamin Perry, un entrepreneur local connu pour sa précision chirurgicale, s'affairait autour d'une zone délimitée par des corps jaunes. Des pelles s'enfonçaient dans la terre, le bruit sourd des pioches résonnant comme un battement de cœur dans l'ombre des chênes. Marcus se tenait à l'écart, les bras croisés. Son regard fixé sur l'emplacement, il en était certain, reposait sa mère, Anna Oliver. Ses yeux gris, marqués par des années de cauchemar, ne trahissaient ni peur ni impatience, seulement une détermination inflexible. Obtenir l'autorisation de fouiller n'avait pas été une mince affaire. Marcus, soutenu par Gavin et Hélène, avait présenté son dossier à la mairie, appuyé par les incohérences des documents d'adoption et les archives confirmant qu'Anna Oliver avait vécu ici. Vincent, averti de la décision, s'était déchaîné. « Vous voulez détruire ma maison pour un souvenir de gosse ?» avait-il rugi lors d'une réunion publique, son visage écarlate. Mais Gavin, fort de son influence au conseil municipal, avait obtenu l'approbation, arguant qu'il était dans l'intérêt public de clarifier une disparition vieille de 20 ans. Marcus n'avait pas présent à la réunion, il n'avait pas besoin de convaincre. Chaque nuit, dans ses rêves, la femme en robe bleue l'appelait, ses yeux suppliants le guidant vers ce moment. Le jardin, envahi d'air folles, semblait résister à l'équipe de Perry. La terre, compactée par des décennies de négligence, cédait à contre-cœur. Marcus observait chaque pelletée, son cœur battant à un rythme syncopé. Hélène, à ses côtés, posa une main sur son bras. « Tu tiens le coup ?» murmura-t-elle, son regard scrutant son visage fatigué. Marcus hocha la tête, mais ses lèvres pincées trahissaient une tension qu'il ne pouvait dissimuler. « Je l'ai vue ici, Hélène, » dit-il, sa voix basse. « Chaque nuit, dans ce puits. Je sais qu'elle est là. » Vers midi, un cri retentit. Un ouvrier, le visage blême, fit signe à Perry. « On a touché quelque chose de dur. » lança-t-il, sa pelle reposant sur une surface lisse et grise. Perry s'approcha, ajustant ses lunettes. « Du béton » murmura-t-il, un frisson dans sa voix. Il se tourna vers Marcus. « Tu avais raison. Il y a un puits scellé ici. » Marcus sentit un frisson glacé le traverser. Le puits, omniprésent dans ses cauchemars, était bien réel et quelqu'un l'avait délibérément caché. L'équipe travailla avec précaution, brisant le béton à coups de marteau-piqueur, chaque impact résonnant comme un coup de tonnerre. Une odeur âcre de terre humide s'éleva lorsque la dalle céda, révélant un trou noir béant, ses murs tapissés de mousse et de racines. Marcus avança, son souffle court, comme si l'air lui-même était saturé de souvenirs. Perry braqua une lampe torche dans le puits, révélant des débris et une eau trouble en fond. « On va descendre, » dit-il, faisant signe à un treuil. Un ouvrier, équipé d'un harnais, s'enfonça dans l'obscurité, sa silhouette disparaissant dans les ténèbres. Quelques minutes plus tard,
Un cri étouffé monta du puits. « Il y a quelque chose !» lança l'ouvrier. Lentement, le treuil remonta une sac en toile, couvert de boue. Perry l'ouvrit avec précaution, révélant des fragments d'un tissu bleu déchiré, raidi par l'humidité, et un os humain, blanchi par le temps. Marcus sentit ses jambes vaciller. « C'est elle ?» murmura-t-il, ses yeux fixés sur le tissu bleu, identique à celui de ses cauchemars. Hélène serra son bras, ses larmes coulant en silence. « Marcus, tu avais raison. » La police, prévenue par Perry, arriva rapidement. Le lieutenant Carmen Walker, une femme à l'allure imposante et au regard perçant, prit la tête de l'enquête. « Personne ne touche rien », ordonna-t-elle, sa voix ferme alors qu'elle inspectait le site. Elle se tourna vers Marcus. « Vous êtes celui qui a demandé les fouilles. » Marcus hocha la tête, sa gorge serrée. « Je crois que c'est ma mère, Anna Oliver. Elle a disparu en 2018. » Walker plissa les yeux, notant quelque chose dans son carnet. « On va envoyer les restes au labo. S'il y a un crime, on le saura. » Les restes furent confiés à Dr Lucie Martin, une légiste chevronnée au regard analytique. Dans son laboratoire stérile, elle examina les fragments avec une précision méthodique. Les os, bien que dégradés, révélaient des signes de fracture, notamment un traumatisme crânien sévère. « La victime est morte il y a environ 20 ans, expliqua-t-elle à Walker, son ton détaché mais précis. La cause probable est un coup violent à la tête. Le tissu bleu suggère une robe et il y a des traces de fibres organiques, peut-être des cheveux. » Marcus, autorisé à consulter les premiers rapports, sentit un mélange de soulagement et d'horreur. Chaque détail validait ses souvenirs, mais chaque confirmation le rapprochait d'une vérité brutale. Pendant ce temps, l'enquête s'accélérait. Walker interrogea les voisins, dont certains se souvenaient d'Anna Oliver, une femme discrète qui travaillait pour Vincent. Elle était souvent là, témoigna une voisine, Madame Carter, ses mains triturant un mouchoir. Mais un jour, elle n'est plus venue. Vincent a dit qu'elle avait déménagé. D'autres témoignages révélaient des disputes fréquentes entre Vincent et Anna, entendues à travers les murs. Walker obtint un mandat pour fouiller la maison de Vincent, où elle découvrit des documents falsifiés, des certificats d'adoption portant des signatures incohérentes et une lettre non envoyée d'Anna adressée à un avocat mentionnant une relation avec Vincent et un enfant. Les analyses ADN, réalisées en urgence, confirmèrent l'impensable. Les restes appartenaient à Anna Oliver et Marcus était son fils biologique. Lorsque Walker annonça les résultats à Marcus, dans une salle d'interrogatoire au mur gris, il resta silencieux, ses yeux fixant un point visible. « C'était elle » murmura-t-il enfin, sa voix brisée. Tout ce temps, elle était là, sous la cour. Walker posa une main sur son épaule, un rare geste de compassion. « Vous avez fait ce qu'il fallait, Marcus. Grâce à vous, elle a un nom. » Vincent fut arrêté le lendemain. Menotté dans sa maison, il hurla son innocence, ses yeux injectés de sang. « Je n'ai rien fait », rugit-il alors que les officiers l'emmenaient. Mais les preuves s'accumulaient, les documents falsifiés, les témoignages des voisins et un reçu d'achat de béton datant de 2018 retrouvé dans un vieux carnet. Lors de l'interrogatoire, Vincent finit par craquer sous la pression. Elle voulait tout révéler, avoua-t-il, la voix tremblante. Elle parlait de notre liaison, de Marcus. Je ne pouvais pas laisser ça détruire ma vie. Il décrivit comment, lors d'une dispute, il avait poussé Anna, qui était tombée dans le puits, sa tête heurtant une pierre. Paniqué, il l'avait scellée, pensant effacer son crime. Marcus, informé des aveux, sentit un poids s'alléger, mais une douleur nouvelle s'installer. Il retourna au jardin, désormais une scène de crime délimitée par des rubans jaunes. Debout près du puits, il murmura « Je t'ai trouvé, maman !» Les larmes, qu'il avait retenues pendant des années, coulèrent enfin, un mélange de deuil et de paix. Anna Oliver, sa mère, n'était plus un fantôme dans ses rêves, mais une femme réelle dont l'histoire venait d'être rendue à la lumière. Hélène et Gavin le rejoignirent, leur silhouette floue dans la brume du soir. « Tu as fait ce qui était juste », dit Gavin, sa voix douce. Marcus hocha la tête, ses yeux fixant le puits. « Je ne savais pas si j'y arriverais, » admit-il. « Mais maintenant, elle peut reposer. » Hélène serra sa main, un sourire triste sur les lèvres. « Et toi, Marcus, tu peux commencer à guérir. » La ville de Fairview, secouée par la découverte, commença à voir Marcus différemment. Les murmures de « l'enfant hanté » s'estompèrent, remplacés par un respect teinté d'admiration. Marcus, lui, savait que la vérité, bien que brutale, lui avait donné une forme de liberté.
Anna Oliver n'était plus un souvenir fragmenté, mais une mère retrouvée, dont le sacrifice ne serait pas oublié. La salle d'audience du tribunal de Silverwood était un lieu austère, baigné d'une lumière pâle qui filtrait à travers les hautes fenêtres à petits carreaux, projetant des ombres géométriques sur les murs de pierre. Les bancs en bois, polis par des décennies de procès, grinçaient sous le poids des spectateurs, journalistes aux carnets griffonnés, habitants curieux et quelques âmes compatissantes venues soutenir Marcus Oliver. L'air était chargé d'une tension palpable, comme si chaque souffle retenu attendait le verdict d'une vérité longtemps enfouie. Marcus, assis au premier rang, fixait le pupitre où Vincent Sullivan, son père adoptif, allait bientôt comparaître. À 24 ans, Marcus portait les marques d'une vie de lutte, des cernes sombres sous ses yeux gris, une mâchoire crispée et une posture raide, comme s'il s'efforçait de contenir un torrent d'émotions. Vincent avait été arrêté une semaine plus tôt, menotté dans la maison familiale après la découverte macabre des restes d'Anna Oliver dans le puits scellé. Accusé de meurtre avec préméditation, de dissimulation de corps et de falsification de documents, il avait passé ses premiers jours en détention dans un silence défiant. Mais lors de son interrogatoire, dirigé par le lieutenant Carmen Walker, il avait craqué sous la pression des preuves accablantes, les documents falsifiés, les témoignages des voisins et ses propres aveux partiels. Elle voulait tout détruire, avait-il murmuré, le visage des faits, dans la salle d'interrogatoire au mur gris. Elle parlait de notre liaison, de Marcus. Je l'ai poussée et elle est tombée. J'ai paniqué. Mais il avait ajouté, avec une arrogance qui avait fait frémir Walker. J'ai donné un nom et un toit à ce gosse. Sans moi, il serait mort dans un fossé. Ce matin-là, l'audience préliminaire marquait le début du processus judiciaire. Vincent, vêtu d'un costume froissé, entra dans la salle encadré par 2 officiers. Ses cheveux grisonnants, autrefois soigneusement peignés, pendaient en mèches désordonnées et ses yeux, injectés de sang, balayaient la foule avec un mélange de défi et de mépris. Lorsqu'il croisa le regard de Marcus, un éclair de colère traversa son visage, mais Marcus resta impassible, ses mains serrées sur ses genoux. Le juge, une femme au trait sévère nommée Eleanor Price, ouvrit la séance d'un coup de marteau sec. « Monsieur Sullivan, dit-elle, sa voix résonnant dans la salle, vous êtes accusé de graves crimes. Comment plaidez-vous » Vincent se redressa, ses lèvres se tordant en un rictus. Non coupable, lança-t-il, sa voix rauque mais ferme. Un murmure parcourut l'assistance, et Marcus sentit son estomac se nouer. L'avocat de Vincent, un homme mince à l'air calculateur, présenta une défense audacieuse. La mort d'Anna Oliver était un accident, et Vincent avait agi pour protéger sa famille en adoptant Marcus. « Mon client a donné une vie à cet enfant », déclara l'avocat, pointant Marcus du doigt. « Il mérite la clémence pour avoir assumé une responsabilité que personne d'autre n'aurait prise. » Marcus sentit une vague de colère monter en lui, mais il resta silencieux, ses yeux fixés sur Vincent. Lorsque le juge lui demanda s'il souhaitait s'exprimer, Vincent se leva, ses mains menottées tremblant légèrement. « J'ai fait ce que je devais faire, » dit-il, sa voix montant dans les aigus. Anna était instable, elle menaçait de tout détruire. J'ai pris Marcus sous mon aile, je lui ai donné un foyer. Sans moi, il n'aurait rien. Ces mots, chargés d'une justification égoïste, firent frémir l'assistance. Marcus, incapable de se contenir plus longtemps, murmura à Hélène, assise à côté de lui. Il parle comme si j'étais une dette à payer. Hélène serra sa main, ses yeux brillants de compassion. Il essaie de se sauver. Marcus, mais la vérité est de ton côté. Gavin, assis de l'autre côté, hocha la tête, son expression résolue. En tant que conseiller municipal, il avait veillé à ce que l'enquête soit menée avec rigueur, et sa présence dans la salle était un rappel silencieux du soutien qu'il offrait à Marcus. Le lieutenant Carmen Walker, présent en tant que témoin clé, observait Vincent avec un regard glacial, ses notes détaillant chaque preuve accumulée contre lui. À la sortie de l'audience, Marcus fut abordé par une silhouette familière, Clara Sullivan, sa mère adoptive, revenue de la campagne où elle s'était retirée. Ses cheveux, autrefois d'un blond éclatant, étaient striés de gris, et ses yeux, jadis pleins de chaleur, portaient une tristesse profonde. Elle s'approcha, hésitante, ses mains triturant un foulard élimé. « Marcus, murmura-t-elle, sa voix tremblante, puis-je te parler ?» Marcus s'arrêta, son cœur partagé entre la douleur et la nostalgie. Clara avait été sa protectrice, mais aussi celle qui avait fermé les yeux sur les silences de Vincent. « Qu'est-ce que tu veux, Clara » demanda-t-il, sa voix douce mais teintée de méfiance. Clara baissa les yeux, ses joues rougies par l'émotion. « Je suis désolée, » dit-elle, les mots jaillissant comme une confession longtemps retenue. « J'ai eu peur, Marcus. »
Peur de Vincent. Peur de la vérité. J'aurais dû t'écouter quand tu étais petit, quand tu parlais du puits. J'ai échoué en tant que mère. Des larmes coulèrent sur ses joues, et Marcus sentit une boue se former dans sa gorge. Il posa une main sur son épaule, un geste hésitant mais sincère. « Tu as fait ce que tu pouvais, » murmura-t-il. « Mais maintenant, je dois avancer. » Pour elle. Clara hocha la tête, ses lèvres tremblant en un sourire fragile. Leur réconciliation, bien que marquée par les blessures du passé, était un premier pas vers la guérison. Dehors, la ville de Silverwood était en ébullition. Les habitants, qui avaient autrefois murmuré que Marcus était hanté ou perturbé, commençaient à le voir sous un nouveau jour. Sur la place du marché, les conversations tournaient autour de son courage. Il avait raison depuis le début, dit une commerçante à une cliente, secouant la tête. Ce gosse a vu ce que personne ne voulait voir. Un groupe d'adolescents, qui avaient grandi en entendant les rumeurs sur l'enfant du puits, le saluait désormais avec respect lorsqu'il passait. Marcus, bien qu'épuisé émotionnellement, trouvait un réconfort inattendu dans ce changement. La vérité, qu'il avait portée seul pendant si longtemps, était enfin partagée. Ce soir-là, Marcus s'assit dans son appartement exigu, une tasse de thé refroidissant sur la table. Hélène, fidèle à sa promesse, était à ses côtés, feuilletant un carnet où Marcus avait griffonné des idées. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, pointant une page intitulée « Fondation Anna Oliver ». Marcus esquissa un sourire, le premier depuis des semaines. « Je veux faire quelque chose pour elle », dit-il, sa voix douce mais déterminée. Une fondation pour aider les mères célibataires, les enfants abandonnés, pour que personne ne soit oublié, comme elle a été. Hélène posa une main sur la sienne, ses yeux brillants d'admiration. « C'est une belle idée, Marcus, et tu es la bonne personne pour la réaliser. » Marcus hocha la tête, son regard glissant vers la fenêtre, où les lumières de Silverwood scintillaient dans la nuit. La douleur d'avoir perdu Anna, de découvrir la trahison de Vincent, était toujours là, mais elle se transformait lentement en quelque chose de plus grand, une mission, un héritage. « Elle m'a donné la vie, » murmura-t-il. « Je veux lui donner une voix. » Quelques jours plus tard, Marcus rencontra Gavin dans un café local où l'odeur de pain frais emplissait l'air. Gavin, toujours pragmatique, avait déjà contacté des avocats pour structurer la fondation. « Tu vas avoir besoin de fonds, de bénévoles, » dit-il, griffonnant des chiffres sur une serviette. « Mais Silverwood te soutiendra. Les gens veulent réparer ce qu'ils ont ignoré. » Marcus hocha la tête, reconnaissant. « Merci, Gavin. Sans toi, je n'aurais jamais obtenu ce permis de fouille. » Gavin sourit, un rare éclat de chaleur dans ses yeux. « Tu as fait le plus dur, Marcus. Tu as cru en toi quand personne d'autre ne l'a fait. » Le procès de Vincent, bien que loin d'être terminé, promettait d'être long et médiatisé. Les journalistes campaient devant le tribunal, leurs articles décrivant Marcus comme un héros tragique qui avait déterré la vérité. Mais Marcus n'aspirait pas à la gloire. Chaque soir, il allumait une bougie sur sa table, un rituel silencieux pour Anna. « Je t'ai trouvé, » murmurait-il, ses yeux fixant la flamme vacillante. « Et je ne t'oublierai jamais. » La communauté de Silverwood, autrefois divisée par les rumeurs, commençait à se rassembler autour de Marcus. Des voisins, qu'il avait autrefois évités, lui apportaient des plats cuisinés, des lettres d'excuses, des promesses de soutien pour sa fondation. Une vieille femme, qui avait connu Anna, lui tendit une photo jaunie où elle souriait, ses cheveux noirs flottant au vent. Elle était douce, dit-elle, les yeux humides. « Tu lui ressembles. » Marcus serra la photo contre sa poitrine, un mélange de douleur et de gratitude l'envahissant. Clara, bien qu'encore fragile, commença à rendre visite à Marcus, apportant des muffins faits maison et des bribes de souvenirs heureux. Leur relation, marquée par les silences du passé, se reconstruisait lentement, un mot à la fois. « Je veux être là pour toi », lui dit-elle un jour, ses mains tremblantes. Marcus hocha la tête, un sourire triste sur les lèvres. « On a le temps, Clara, on va y arriver. » Marcus, épuisé mais résolu, sentait que sa douleur, si lourde pendant si longtemps, prenait une nouvelle forme. La fondation Anna Oliver n'était encore qu'une idée, mais elle grandissait dans son esprit, portée par le désir de transformer son deuil en espoir. Silverwood, autrefois un lieu de secret, devenait un symbole de rédemption, où la vérité, aussi douloureuse soit-elle, pouvait ouvrir la voie à un avenir meilleur. Le soleil d'automne baignait Silverwood d'une lumière dorée, transformant les rues pavées en un tableau vivant où les feuilles mortes dansaient sous la brise. La petite ville, autrefois figée dans ses secrets, semblait s'éveiller, portée par une énergie nouvelle.
Au cœur de cette renaissance se trouvait Marcus Oliver, un homme de 24 ans dont le courage avait non seulement déterré la vérité sur sa mère, Anna Oliver, mais aussi inspiré une communauté à regarder son passé en face. Dans un parc municipal bordé de chênes centenaires, une foule s'était rassemblée pour la cérémonie d'inauguration de la fondation Anna Oliver, un projet qui incarnait l'espoir né des cendres d'une tragédie. Marcus se tenait sur une estrade improvisée, un micro tremblant légèrement dans ses mains. Vêtu d'une simple chemise bleu marine, il semblait à la fois vulnérable et résolu, ses yeux gris brillants d'une détermination tranquille. Derrière lui, une banderole proclamait « Fondation Anna Oliver pour les mères et les enfants oubliés ». Hélène, son amie fidèle, se tenait à ses côtés, son sourire chaleureux offrant un ancrage silencieux. Clara, sa mère adoptive, était assise au premier rang, ses mains serrant un mouchoir, ses yeux humides d'une fierté mêlée de regret. Gavin, toujours pragmatique, s'occupait des détails logistiques en coulisses, veillant à ce que l'événement se déroule sans accroc. Marcus prit une profonde inspiration, son regard balayant la foule. Des habitants de Silverwood, des travailleurs sociaux, des mères célibataires venus de villes voisines et même quelques journalistes. Quand j'étais enfant, commença-t-il, sa voix claire mais empreinte d'émotion. Je voyais ma mère dans mes rêves, au fond d'un puits, me suppliant de la trouver. Tout le monde pensait que j'étais fou, mais je savais qu'elle était réelle. Un silence respectueux enveloppa l'assemblée. Anna Oliver était ma mère, poursuivit-il, une femme douce, courageuse, qui a été effacée par un mensonge. Aujourd'hui, je veux lui rendre sa voix et offrir un refuge à celles et ceux qui vivent dans l'ombre, comme elle a fait. Il raconta son histoire avec une honnêteté brutale, les cauchemars qui le hantaient, les années de rejet, la découverte macabre dans le puits et la justice rendue à Anna. Chaque mot semblait libérer un poids, transformer sa douleur en un message d'espoir. La fondation Anna Oliver, conclut-il, est là pour soutenir les mères célibataires et les enfants maltraités, pour qu'aucun d'eux ne soit oublié. Parce que la vérité, même douloureuse, peut guérir. La foule éclata en applaudissements, des larmes coulant sur de nombreux visages. Une femme, au fond, se leva et cria « Merci, Marcus ». D'autres suivirent, partageant brièvement leurs propres histoires de silence brisé, inspirées par le courage de Marcus. Après la cérémonie, Marcus reçut une pile de lettres et de messages déposés dans une boîte décorée aux couleurs de la fondation. Certaines étaient de mères célibataires, remerciant Marcus pour leur avoir donné de l'espoir. D'autres venaient d'enfants ayant grandi dans des foyers brisés, voyant en lui un modèle. Une lettre, écrite d'une main tremblante, attira son attention. Elle était signée Sophia Collins, une femme d'une cinquantaine d'années qui avait connu Anna. Quelques jours plus tard, Sophia rendit visite à Marcus dans un café de Silverwood, ses cheveux gris attachés en chignon, un sac en cuir serré contre elle. « J'étais une amie d'Anna », expliqua Sophia, ses yeux brillants d'émotion. Elle travaillait dur, toujours avec un sourire, même quand la vie était cruelle. Elle sortit une photo jaunie de son sac, montrant Anna dans une robe verte, riant sous un arbre en fleurs. C'était quelques mois avant sa disparition, murmura Sophia. Elle parlait d'un petit garçon qu'elle aimait plus que tout. C'était toi, Marcus. Marcus prit la photo, ses doigts effleurant le visage de sa mère. Pour la première fois, il la voyait vivante, heureuse, et non comme le spectre de ses cauchemars. « Merci », murmura-t-il, sa voix brisée. Sophia posa une main sur la sienne. « Elle serait fière de toi ?» Inspiré par cette rencontre, Marcus décida de réaliser un rêve qu'Anna, selon Sophia, avait souvent évoqué, ouvrir un lieu accueillant pour les enfants défavorisés. Quelques mois plus tard, Anna's Café ouvrit ses portes au centre de Silverwood. Le bâtiment, un ancien atelier rénové, était lumineux, avec des murs peints en bleu ciel et des tables en bois où trônaient des vases de fleurs fraîches. Le café servait des repas gratuits aux enfants dans le besoin, offrait des ateliers de lecture et accueillait des groupes de soutien pour les mères célibataires. Une plaque à l'entrée proclamait « En mémoire d'Anna Oliver, un refuge pour ceux qui cherchent la lumière ». Marcus, souvent derrière le comptoir, trouvait une paix inattendue dans ce lieu. Chaque sourire d'un enfant, chaque merci d'une mère, semblait apaiser une part de sa douleur. Hélène, qui avait quitté la librairie pour gérer le café avec lui, était devenue une partenaire indispensable. « Tu as créé quelque chose de beau », lui dit-elle un soir, alors qu'il rangeait les chaises après une journée animée. Marcus sourit, un éclat rare dans ses yeux. « Ce n'est pas moi, c'est elle. Elle est là, dans chaque détail. » Pendant ce temps, Vincent, condamné à la prison à vie après un procès retentissant, tenta de renouer avec Marcus. Une lettre, écrite sur du papier froissé, arriva un matin à l'appartement de Marcus.
L'enveloppe portait le cachet de la prison d'État et l'écriture maladroite de Vincent était reconnaissable. Marcus la fixa longuement, son cœur battant à un rythme incertain. Une partie de lui, celle qui avait grandi sous l'ombre de Vincent, voulait savoir ce qu'il avait à dire. Mais une autre, plus forte, refusait de revenir en arrière. « Je ne veux pas de ces mots », murmura-t-il à Hélène, glissant la lettre dans un tiroir sans l'ouvrir. Il a eu 20 ans pour parler. Maintenant, c'est à moi de vivre. Cette décision, bien que difficile, fut libératrice. Marcus choisit de se concentrer sur l'avenir, sur l'héritage d'Anna, plutôt que sur les chaînes du passé. La fondation Anna Oliver gagnait en visibilité, attirant des dons de tout le pays. Des bénévoles, dont Clara, s'impliquaient activement, organisant des collectes de fonds et des événements communautaires. Clara, toujours marquée par la culpabilité, trouvait dans la fondation une forme de rédemption. « Je ne peux pas changer le passé », confia-t-elle à Marcus un jour, ses mains serrant une pile de flyers. « Mais je peux aider pour elle, pour toi. » Marcus hocha la tête, un sourire doux sur les lèvres. Leur relation, bien que fragile, s'était renforcée, tissée de compréhension mutuelle. L'histoire de Marcus et Anna attira l'attention d'une réalisatrice, Patricia Evans, qui proposa de produire un documentaire intitulé « Sous le puits ». Le film, mêlant interviews, images d'archives et reconstitutions, retraçait la quête de Marcus, depuis ses souvenirs d'enfance jusqu'à la création de la fondation. Lors de la première projection, dans un cinéma bondé de Silverwood, Marcus monta sur scène, sa voix tremblante mais assurée. « Ce film n'est pas seulement mon histoire, » dit-il. « C'est celle de tous ceux qui ont été réduits au silence. Parlez, même si votre voix tremble. Vous n'êtes pas seul. » Le documentaire, diffusé à l'échelle nationale, toucha des milliers de spectateurs. Des lettres affluèrent, certaines anonymes, d'autres signées, racontant des histoires de violences cachées, de deuil étouffé. Une femme écrivit « Votre courage m'a donné la force de dénoncer mon agresseur. » Un homme confia « J'ai perdu ma sœur dans des circonstances similaires. Grâce à vous, je cherche la vérité. » Marcus lisait chaque lettre, les larmes aux yeux, comprenant que son histoire avait allumé une étincelle dans d'autres vies. Un soir, alors qu'il fermait Anaïs Café, Marcus s'arrêta devant la plaque commémorative. La lumière des lampadaires faisait scintiller le nom d'Anna et sentit une chaleur l'envahir, comme si elle était là, souriant dans l'ombre. « Je l'ai fait, maman !» murmura-t-il, sa main effleurant la plaque. « Tu n'es plus oubliée. » Hélène, qui l'observait depuis la porte, s'approcha et posa une main sur son épaule. Elle le sait, Marcus, et elle est fière. Silverwood, transformé par l'histoire de Marcus, devint un symbole d'espoir. Les habitants, autrefois divisés par la peur et les rumeurs, travaillaient ensemble pour soutenir la fondation. Des enfants riaient dans le café, des mères trouvaient du réconfort dans les groupes de soutien. Et Marcus, bien qu'encore marqué par son passé, découvrait une paix nouvelle. L'héritage d'Anna Oliver vivait dans chaque vie touchée, chaque silence brisé, chaque pas vers la guérison. Sous un ciel d'azur éclatant, le jardin commémoratif d'Anna Oliver s'étendait au cœur de Silverwood, un havre de paix où les roses sauvages et les lilas embaumaient l'air d'un parfum doux amer. Là où se dressait autrefois un puits scellé, symbole de secret et de douleur, s'élevait désormais une fontaine de pierre, son eau scintillant sous les rayons du soleil. Une plaque gravée portait l'inscription « À la mémoire d'Anna Oliver, dont la vérité a illuminé nos vies ». Ce jardin, conçu par Marcus Oliver et soutenu par la communauté, était devenu un lieu de recueillement, un sanctuaire où les blessures du passé se transformaient en leçons d'espoir. Marcus, à 35 ans, se relevait au centre du jardin, entouré d'une classe d'écoliers assis en cercle sur l'herbe. Leurs yeux curieux, brillants d'attention, suivaient chacun de ses gestes alors qu'il tenait une photo d'Anna, celle que Sophia Collins lui avait offerte des années plus tôt. « Ma mère s'appelait Anna », commença-t-il, sa voix chaude et assurée, marquée par une sérénité conquise de haute lutte. Elle croyait que chaque personne mérite d'être vue, entendue, aimée. Mais quelqu'un a essayé de la faire taire. Il raconta son histoire avec une simplicité désarmante, les cauchemars d'enfance, la quête de vérité et la création de la fondation Anna Oliver qui avait transformé sa vie et celle de nombreux autres. Les enfants, captivés, posaient des questions timides. « Pourquoi personne ne vous croyait ?» ou « Comment avez-vous trouvé votre courage ?» Marcus répondait avec patience, chaque réponse tissant un lien entre le passé d'Anna et l'avenir de ses jeunes esprits. Ce jardin n'était pas seulement un mémorial, il était un lieu d'apprentissage. Des écoles de tout le comté organisaient des visites, et Marcus, avec l'aide d'enseignants et de bénévoles, y partageait des leçons sur la résilience, la justice
et l'importance de briser les silences. Une petite fille, serrant un carnet contre sa poitrine, murmura « Je veux être courageuse comme vous ». Marcus s'agenouilla à sa hauteur, un sourire doux sur les lèvres. « Tu le es déjà », dit-il. « Il suffit de dire ce que tu ressens. » Ces moments, simples mais profonds, incarnaient l'héritage d'Anna, une lumière qui continuait de briller à travers son fils. Quelques mois plus tôt, Marcus avait reçu une distinction inattendue. Lors d'une cérémonie à Washington, le Centre national pour la justice, dirigé par Sylvia Allen, lui avait décerné le prix du porteur de vérité, une reconnaissance réservée à ceux qui, par leur courage, avaient transformé des vies. Sylvia, une femme au regard perçant et à la voix vibrante, avait présenté Marcus devant une salle comble. Marcus Oliver a transformé une tragédie personnelle en un mouvement national, déclara-t-elle, sa voix résonnant dans l'auditorium. Grâce à lui, des victimes retrouvent leur voix, des familles retrouvent l'espoir et des communautés apprennent à écouter. Marcus, sur scène, avait accepté le prix avec humilité, ses mains tremblant légèrement. « Ce prix n'est pas pour moi », avait-il dit, sa voix teintée d'émotion. « Il est pour ma mère, Anna Oliver, et pour tous ceux qui attendent que la vérité soit entendue. » L'audience était levée, applaudissant à tout rompre, et Marcus avait senti une chaleur l'envahir, comme si Anna elle-même lui souriait depuis un lieu invisible. Hélène, assise au premier rang, avait essuyé une larme, son regard débordant de fierté. Clara, présente à ses côtés, serrait un mouchoir, ses yeux brillants d'une rédemption silencieuse. De retour à Silverwood, Marcus continuait de bâtir l'héritage d'Anna. La Fondation Anna Oliver, désormais une organisation reconnue, soutenait des mères célibataires et des enfants maltraités à travers des programmes de logement, d'éducation et de thérapie. Anaïs Café, le refuge lumineux qu'il avait ouvert en mémoire de sa mère, était devenu un pilier de la communauté. Les murs, ornés de dessins d'enfants et de photos d'Anna, vibraient d'une énergie chaleureuse. Chaque jour, des familles s'y retrouvaient, des mères partageaient leurs histoires, et des enfants riaient, libres de la peur qui avait jadis hanté Marcus. Une fresque, peinte par un artiste local, représentait Anna sous un arbre en fleurs, son sourire éternel veillant sur le lieu. Hélène, désormais bien plus qu'une amie, était devenue la partenaire de Marcus dans cette aventure. Leur relation, née dans les ombres de la librairie où ils s'étaient rencontrés, s'était épanouie au fil des années, ancrée dans un respect mutuel et une vision commune. Un soir, alors qu'il fermait le café, Hélène glissa sa main dans la sienne, ses yeux pétillants sous la lumière des lampadaires. « Tu penses qu'Anna aurait aimé cet endroit ?» demanda-t-elle, son ton taquin mais sincère. Marcus sourit, son regard glissant vers la plaque commémorative. « Elle l'aurait adoré, murmura-t-il. Elle voulait un lieu où les enfants se sentent en sécurité. On l'a fait pour elle. » Leur avenir, bien que encore flou, était empreint d'espoir. Ils parlaient de voyages, de nouveaux projets pour la fondation, et même, parfois, d'une famille. On construirait une maison avec un grand jardin, dit Hélène un jour, un éclat malicieux dans les yeux. Marcus rit, un son rare mais libérateur. Avec des fleurs partout, comme elle les aimait, ajouta-t-il. Ses rêves, jadis inconcevables pour un homme hanté par des cauchemars, étaient désormais à portée de main, tissés dans l'héritage d'Anna. Clara, bien qu'encore marquée par la culpabilité, jouait un rôle actif dans la fondation. Elle organisait des ateliers de couture pour les mères, partageant des bribes de son passé avec une honnêteté nouvelle. « Je ne peux pas effacer mes erreurs », confia-t-elle à Marcus un après-midi, ses mains occupées à couper du tissu. « Mais je peux aider, pour elle, pour toi. » Marcus posa une main sur son épaule, un geste de pardon silencieux. Leur relation, bien que jamais exempte de cicatrices, s'était transformée en une alliance douce, portée par le désir de rendre hommage à Anna. L'impact de Marcus s'étendait bien au-delà de Silverwood. Le documentaire Sous le puits, réalisé par Patricia Evans, avait été projeté dans des festivals internationaux, touchant des millions de spectateurs. Des lettres continuaient d'affluer, certaines anonymes, d'autres signées, racontant des histoires de courage inspirées par Marcus. Une jeune femme écrivit « J'ai dénoncé mon agresseur après avoir vu votre film. Merci de m'avoir montré que c'est possible. » Un père confia « Vous m'avez donné la force de chercher ma fille disparue. » Chaque message renforçait la conviction de Marcus. La vérité, même douloureuse, pouvait briser les chaînes du silence. Un jour, alors qu'il triait le courrier à Anaïs Café, Marcus trouva une enveloppe portant le cachet de la prison d'État. L'écriture de Vincent, maladroite mais reconnaissable, semblait le défier depuis le papier. Il la fixa longuement, son cœur battant à un rythme incertain. Une partie de lui,
Celle qui avait grandi sous l'ombre de Vincent se demandait ce qu'il pouvait bien vouloir dire après tant d'années. Mais une autre, plus forte, savait que les mots de Vincent n'avaient plus de pouvoir sur lui. « Pas aujourd'hui », murmura-t-il, glissant la lettre dans une boîte d'archives sans l'ouvrir. Il choisit de regarder vers l'avenir, là où Anna l'attendait, non pas dans un puits, mais dans chaque vie qu'il touchait. Silverwood, transformé par l'histoire de Marcus, était devenu un symbole de résilience. Le jardin commémoratif accueillait des visiteurs de tout le pays, des écoliers aux survivants de violences, chacun trouvant dans l'histoire d'Anna une leçon d'espoir. Marcus, souvent aperçu là-bas, partageait son récit avec une humilité qui touchait les cœurs. « La vérité m'a sauvé », disait-il, ses yeux brillant d'une lumière nouvelle. « Elle peut vous sauver aussi. » Un soir, alors qu'il se tenait près de la fontaine, Hélène à ses côtés, Marcus sentit une paix profonde l'envahir. Le murmure de l'eau, le parfum des lilas, le rire des enfants jouant au loin. Tout cela semblait chanter le nom d'Anna. « On l'a fait, maman !» murmura-t-il, son regard perdu dans le ciel étoilé. Hélène serra sa main, un sourire doux sur les lèvres. « Et ce n'est que le début », ajouta-t-elle. Marcus hocha la tête, le cœur léger. La douleur du passé, bien que toujours présente, s'était mue en une force vive, un avenir réécrit où la vérité et le courage ouvrent la voie à la guérison.